La main de 5 cartes s'est fermée finalement. C'est un petit peu le but global de ce nouvel épisode, surtout le second. Et ouais, on va revenir un peu sur le sort qui a touché Al, Ed et Izumi. Que je trouve, je suis désolé, je trouve ça un peu borderline la façon dont c'est présenté. Dans l'épisode précédent, quoi, l'épisode 57, on donne l'impression que c'est ultra grave, leurs corps sont désagrégés, ils sont emmenés quelque part, où ça va être pas simple, tout ça. Ils sont juste téléportés en fait. Le sort qu'on a montré de façon ultra dramatique, tout ça, c'est juste un sort de téléportation. Tu vois ces mains qui les désassemblent, et c'est juste pour les réassembler ailleurs, quoi, et... ok, ok, d'accord. Là, ils sont tous les trois transportés au même endroit, téléportés, et on va pas passer trop de temps sur eux pour l'instant, à part bien entendu à la fin du second épisode, mais c'était ultra dramatique pour juste ça, entre guillemets. Je dis pas que c'est pas grave, bien entendu, c'est grave, ils sont tous réunis avec le grand méchant, parce que bien entendu, ils sont téléportés là où se trouve Père, qui n'est plus Père, je sais plus comment on peut l'appeler, ce qu'on a. Et Owenheim qui est piégé à l'intérieur de son corps, puisque hors champ, il a été complètement battu au bout du compte. Donc il n'est pas si doué que ça, en fait. Il s'est montré un petit peu fort rapidement dans un combat, mais après coup, oh, Owenheim, c'est pas la peine. Apparemment, il est pas allé si loin que ça. À ce moment-là, ouais, c'est pas un personnage si important dans un sens. je déconne, j'exagère un petit peu. Ouais, et je me dis, ouais, ok, ils sont téléportés, c'est le cliffhanger, ça aurait dû être ça le cliffhanger. Je trouve que c'est un peu mensonger, un peu putassier justement, de faire un gros cliffhanger qui donne l'impression que ça signifie quelque chose de beaucoup plus grave que ça, pour dire, bah, c'est juste, ils sont à un autre endroit maintenant. Voilà, c'est un peu gros pour moi, c'est ce truc-là. Et on va se centrer surtout sur le fait que maintenant, bah, l'homoculus principal forme ses cartes à proximité, alors que l'éclipse est vraiment sur le point d'arriver. On la voit commencer à la toute fin du second épisode. Ouais, c'est un petit peu ça qui est mis en place. Tandis que le premier épisode va se centrer en grande partie sur la suite du combat contre Bradley, sur les remparts du QG. Et c'est plutôt fort, un petit peu longué dans un sens, je trouve. Surtout en comparaison d'autres. Je trouve pas ça long vraiment, hein. C'est pas, ça s'allonge trop, c'est juste que quand je compare ce genre de mise en scène à d'autres qu'on a eu avant, je trouve que c'est étonnamment plus long que d'habitude. Et donc, ouais, il y a le combat entre Greed et Bradley, qui est vite coupé court, puisque à cause des tremblements dus au sort, ils finissent par manquer de tomber. Il y a Bradley qui s'accroche à Greed alors qu'il menace de tomber. Greed qui est pas prêt à le lâcher, je comprends pas très bien la logique de la chose. C'est-à-dire, lâche pas, il le tient par le bras, mais il finira par se faire tirer dessus par un soldat de Brix pour tomber plus bas dans une piscine, ça tombe bien, histoire de dire qu'il crève pas tout de suite. Il a encore du truc à faire, Bradley, et ouais... Cette partie-là, ça va, j'ai aucun problème. On fait même le petit drame avec Lan Fan qui force sur son bras automel en portant trop de poids pour elle. J'ai un bras automel qui peut faire des trucs ultra forts, porter 2 corps, c'est trop... Je sais pas, même avec 2 bras, on peut forcer un petit peu pour porter un corps, un bras automel, vraiment, c'est à ce point, ok. Apparemment, ce genre de poids est limite. Ouais, c'est un peu facile, c'est pas si génial que ça l'automail en fait. Détail. Enfin bref, il finit par se faire tirer dessus et tomber plus bas dans une piscine. On viendra pas chercher son corps, j'imagine qu'on est occupé à défendre la position. Et on va passer plusieurs minutes sur le drame de la mort de Buccaneer. Je vais essayer de me rappeler de son nom à celui-là aussi. Donc le second d'Olivia qui est pas mort tout de suite alors que Fu est mort aussi. Donc ouais, il y a la constatation de la mort de Fu. Ling qui reprend le contrôle de son corps, qui maudit un peu sa faiblesse. Comment se fait-il que je ne puisse pas sauver ceux qui sont proches avec les pouvoirs que j'ai Buccaneer, alors qu'il rend son dernier souffle de façon bien appuyée, quoi. On prend vraiment du temps là-dessus, alors qu'il y a d'autres morts qui sont beaucoup plus expédiés. Une fois de plus, Hughes, sa mort est tellement rapide en comparaison de ça. Et Hughes est censé être un personnage plus impactant dans l'idée. On revient beaucoup plus sur le gars, mais bon, oui, il plaide un petit peu sa cause devant Greed et Ling en leur disant...
qu'il leur est reconnaissant et que, si possible, est-ce qu'ils pourraient tenir cette position comme ils l'ont promis à leur chef Olivia, alors que c'est difficile, il y a beaucoup de soldats qui sont encore là, et Ling Grid accepte par rapport à leur devoir, à ce que représente un petit peu leur fierté à un certain degré, en essayant de prévenir rapidement les soldats en descendant pour s'occuper d'eux, en disant s'il vous plaît, si vous avez des familles et si vous ne voulez pas vous battre, partez, je ne veux pas vous faire de mal. Et il y a même Grid qui reprend le contrôle après, en redevenant donc cette espèce de masse indestructible avec toute sa protection. Je ne veux pas m'attaquer aux femmes, j'ai horreur de ça, et je crois qu'on voit pas une seule femme dans les soldats, donc c'est bon, il n'y a pas de problème pour ça. Grid, et voilà, il défonce un peu tout, quoi. Il tient la position et tout semble bien se passer. Et je vous fais ça, je vous résume ça, mais ça prend facilement 13-14 minutes de l'épisode, hein. On reviendra un petit peu sur Olivia qui apprend la nouvelle de la mort de son second et qui essaiera de se montrer digne par rapport à ça. Parce que voilà, il y a la fin aussi du gars qui dit au revoir à ses hommes en les saluant, en disant il fait trop sombre ici, je vais ailleurs. Très, très joli, hein, on appuie un peu ça, c'est une fois de plus, je trouve. Il y a d'autres morts qui auraient mérité autant de temps d'importance, parce que vraiment ce gars, j'en ai pas eu grand chose à cirer, je l'ai jamais trouvé mauvais ou quoi que ce soit, mais il m'a pas particulièrement remarqué jusqu'à présent, à part un petit peu son design, et maintenant on essaye d'appuyer vraiment sa mort, quoi, donc c'est super, hein, j'ai rien contre, c'est juste, ça fait bizarre de voir ça pour ce personnage-là et pas pour d'autres, quoi. Donc ouais, voilà, Olivia prend sa mort en essayant de rester digne, un petit peu concentrée, alors qu'elle se dit ouais, il faut qu'on continue, il faut qu'on recherche Izumi parce qu'elle a disparu et puis son mari il est un petit peu inquiet, hein, bien entendu. Et donc ouais, on va se centrer en grande partie sur la préparation des 5 participants pour le grand sort ultime. Et donc le 5e il reste à prendre, hein, puisque voilà, hein, il y a Oenam, il y a Izumi, il y a Aleed, il en manque un. Et pour ce 5e, depuis un peu le début, ça a toujours été envisagé que ce soit Roy, et ben c'est ce qu'on va faire. On va forcer Roy à lancer un sort interdit, de transmutation, de résurrection interdite, quoi, de façon à ce qu'il puisse être qualifié comme 5e sacrifice et lancer donc le grand sort que veut faire Père. Je vais l'appeler Père encore parce que je sais pas comment l'appeler exactement sinon. Donc, il y a déjà un truc que je trouvais un tout petit peu gros dans la mise en scène. Le docteur qui, tout d'un coup, s'est ordonné à ses hommes de mettre au pas tous les attaquants. C'est-à-dire que je comprends que la disparition de Ed les ait un petit peu affolés, mais ils savent encore très bien se battre. En particulier Roy et Scar, mais ils se font dominer. Pour les besoins scénaristiques, ce qui est bon acceptable, mais je vous cache pas que j'aurais pas été contre un truc un tout petit peu mieux fait, mais bon voilà, donc ils sont mis au pas, ils sont tous donc tenus en laisse entre guillemets, et il y a le docteur qui veut forcer Roy en lui disant tu vas faire ce sort de transmutation, et je me doute bien que tu veux pas faire ça comme ça, donc je vais mettre la vie de ta chérie en danger en lui coupant la gorge, et en la faisant se vider de son sang, et donc il faudra te dépêcher, hein. Je peux la soigner avec cette pierre philosophale liquide que j'ai entre mes mains, mais il va falloir que tu m'obéisses. Et on repart sur un cliffhanger qui passe mieux là-dessus, mais depuis quelque temps c'est vraiment cliffhanger sur cliffhanger, ces épisodes-là, où il donne l'impression qu'il va dire oui, mais il dit non, en fait. Parce que elle lui a bien fait comprendre au Kai, en discutant avec lui, en suppliant, alors qu'elle pisse le sang par le cou, qu'elle ne pourrait pas accepter qu'il fasse ça, et donc il dit non, je n'accepte pas ça, parce que il a peut-être un peu vu aussi venir l'aide surprise des chimères qui ne sont pas là pour rien. J'ai eu peur l'espace d'une seconde, hein, l'espace de 2-3 épisodes, qui soient plus là, on n'en ait plus rien à foutre de. Non, ils jouent un rôle encore. Ils attaquent par surprise et ils prennent le docteur en otage avec la bave du gars crapaud, c'est toujours assez dégueulasse ça, et les autres qui interviennent et qui se débarrassent je sais plus comment on les appelle, ça, des rejets de formation du docteur, très facilement je trouve. Je veux dire, il y a Scar et Roy qui sont quand même largement au-dessus d'eux, ils n'arrivent pas à se débarrasser d'eux, mais assez vite, les 3 chimères, enfin 2 chimères, puisqu'il y en a une qui tient le docteur en otage, ils y arrivent. Ok.
Hein, on va dire qu'ils ont fait le plus gros du boulot et ils ont juste flanché sur la toute fin lorsqu'il ne restait plus beaucoup. Ils se sont débarrassés du reste. On va dire que c'est ça. Hein. C'est des petites logiques, pas trop graves. C'est histoire de pointer des petits trucs comme ça. Je pourrais pointer des détails à la con, quoi, qui... C'est juste histoire de bien appuyer que certaines choses sont toujours perfectibles. Et je pourrais faire pareil avec des séries que j'adore. Comme Dragon Quest, la quête de Dai, mon manga préféré, ça n'a toujours pas changé, ça, je n'arrête pas de le pointer. Et je dis ça parce que je pourrais faire un parallèle assez évident avec l'introduction d'un personnage qu'on a très peu montré avant et qui devient important l'espace d'un moment. C'est un peu pareil. J'ai même envie de dire que c'est pire dans Dragon Quest, la quête de Dai, à ce moment-là, dans la grande ligne de fin du combat final, quoi. Là, c'est un tout petit peu mieux pour le docteur. Et ça ne veut pas dire une seule seconde que ça devient mauvais ou vraiment trop de choses à améliorer, quoi. Clairement pas. C'est juste pour de dire que je vois la perfectibilité, j'ai envie de la pointer parce que j'ai envie d'être ce genre de personne qui peut voir le meilleur possible dans une œuvre. Le meilleur possible, c'est dans les occasions manquées, les petites choses à améliorer. Bon, c'est dit ça, j'en ai pas parlé, mais on essaye de mettre un petit peu en avant May aussi, puisqu'elle participe. Hein. Bon, disons que ce dernier épisode, elle passe. Même si il y a un cliché que j'aime toujours pas, hein, ceux qui se souviennent de mon top 15 des pires clichés, sur la fiole de pierre philosophale qu'elle essaye d'attraper, mais il y a toujours des petits coups de pied là dans le combat. Ah mince, je n'arrive pas à attraper un autre coup de pied là. C'est ridicule, je trouve ça tellement ridicule. Voilà, juste pour forcer. Ah non, je peux pas mettre la main dessus. Comme par hasard, le mec, il se bat pile poil à l'endroit où il y a ça, il le fait à plusieurs fois. Une fois ok, mais plusieurs fois d'affilée, c'est ridicule. Enfin bon, histoire d'appuyer que je peux pas l'avoir tout de suite, mais il y a plus important, il faut que je soigne cette femme d'abord, puisque Hawkeye, elle pisse toujours le sang, quoi. Elle la sauve in extremis, elle est très affaiblie. Je pense pas qu'elle pourra faire grand chose à ce moment-là. Et alors que tout semble bien se passer, puisque bon, je le redis, les rejets sont battus, et ben il y a Bradley qui arrive pile poil au moment où May veut mettre la main pour de bon sur ce flacon-là, pour mettre la main dessus à sa place. Je sais pas s'il va s'en servir ou pas, parce qu'il a déjà une pierre philosophale, lui, donc... on verra s'ils vont en faire quelque chose de tout ça. Peut-être que May le récupérera, je ne sais pas trop. Et ouais, donc Bradley est là, hein, il a réussi à se barrer. Il est assez mal en point, mais il sait quand même un petit peu se battre encore. Et juste après, peu de temps après, il y a Pride qui arrive aussi, hein, parce qu'ils savent se regrouper au bon endroit. Ils savent que c'est censé se passer un peu par là. Qui se débarrasse de la chimère crapaud, enfin s'en débarrasse, il la blesse gravement, je suis sûr qu'il va s'en sortir ce gars, c'est très important, et qui va se débarrasser du docteur pour forcer, littéralement mais totalement, quoi, Roy à faire un sort de transmutation interdite. Parce que c'est un peu le dernier recours. Je me suis dit aussi, au début de ce deuxième épisode, ok, Roy fait pas ça, très bien. Alors comment vous allez amener votre grand suspense de fin? Le grand suspense de fin provient du fait que le sort pour transmuter le pays tout entier, il va être sur le point de se faire à 3 fois rien près. C'est ça le principe du suspense, quoi. Tout se joue à 3 fois rien près. Et donc il faut qu'il y ait ce 5e larron qui participe à cette 5e sacrifice. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez forcer directement un corps à faire ça. Même si c'est pas sa volonté, même s'il décide de rien du tout, on peut forcer totalement le gars à faire ça. Avec un truc pas super bien présenté, mais c'est histoire de dire on peut faire ça. Donc Pride et Was foutent Roy au sol. Les autres n'interviennent pas parce qu'ils ont un peu peur. Pride est un peu trop puissant, je reconnais. Une fois de plus, je ne sais pas exactement comment ils vont gérer tout ça. Et ils font un gros cercle de transmutation avec l'ombre de Pride, le cadavre du docteur, de façon à ce que sans son consentement, hein, de façon presque viol, j'ai envie de dire, Roy fasse une transmutation interdite et soit lui aussi téléporté juste en dessous. Et on verra, mais vraiment c'est à 3 fois rien près. Hein. Vraiment c'est 3 fois rien près, une petite téléportation, le sous-sol en dessous, quoi. C'est pas grand chose. Et donc ouais, il se retrouve avec les 4 autres piégés ici, enfin les 3 autres techniquement, puisque Owenheim est piégé dans le corps de père et il peut rien faire. Pour l'instant, on verra, il reste 5 épisodes, hein, on verra si il apporte sa pierre à l'édifice pour quoi que ce soit par la suite. Donc, la main de poker est faite.
Voilà, les 5 cartes sont là en dessous, tandis qu'il reste Pride à ce niveau-là avec Scar, May et compagnie, et évidemment Scar qui va se mettre en avant pour l'affronter en face à face, comme promis par l'intro, l'opening, donc merci. On a ce duel-là, ça fait plaisir parce que c'est très important je trouve, par rapport à leur passé, leurs décisions, le fait que ils n'ont pas vraiment de nom auquel se rattacher réellement. Ras n'a pas vraiment de nom, Bradley c'est un faux nom, et Scar ce n'est plus vraiment un nom pour lui. Je sais même pas si c'était son vrai nom à la base, je sais même pas si on a dit son vrai nom, si Scar c'était son nom de base, je sais plus. Bref, voilà, il se retrouve un petit peu là-dessus et on lance un peu ce duel, ça promet d'être assez épique dans l'épisode suivant, parce que je pense que l'épisode suivant sera davantage centré sur ce duel-là. Peut-être que ça sera en parallèle avec le reste, on verra bien. Tandis que donc va y avoir nos personnages centraux au sort qui seront téléportés en bas, avec notamment Roy qui sera téléporté avec Pride, donc ce sera encore plus difficile de lutter contre Pride et Père en même temps, hein, ça va pas être simple ce truc-là. Et qui aura perdu la vue. Roy aura perdu la vue, c'est le sacrifice qu'il aura dû faire pour le sort qu'on l'aura forcé à lancer. Ce qui est assez horrible, hein, pour quelqu'un qui veut diriger le pays, ne pas voir, c'est assez ironique. On appuie le côté un peu ironique de ces sacrifices qui ont dû être faits, notamment par rapport à Izumi. Izumi qui voulait ressusciter l'enfant qu'elle a perdu, et ce faisant, elle a perdu la capacité de procréer. C'est assez ironique, c'est vrai. Donc voilà, c'est bien de le pointer. Il y a Ed qui dit qu'il n'est pas pour cette espèce d'échange injuste, tandis qu'on appuie que Hal n'a pas encore repris conscience. Il y a son armure qui a été téléportée ici, mais sa conscience non. Et c'est un peu la seule chose qui justifie le principe de les téléporter ici en passant par cette porte de la vérité. C'est-à-dire que plutôt que de simplement les téléporter là, ce qui n'aurait pas été si aberrant à faire, je veux dire, pour un sort de cette acabit, on décide de faire de la transition, on les fait passer par la porte de la vérité, hein, donc le monde parallèle où il y a la grosse vérité qu'on voit plus. Je veux dire, il y a le corps d'Hal qui est là, il traîne dans son coin, mais la vérité en elle-même, on la voit plus depuis des lustres. Enfin bon, je suis sûr qu'il sera important vers la toute fin, ce gars-là. Et donc, c'est une petite transition pour rapidement être réintégré dans le monde normal, habituel, à un autre endroit. Et donc, je le dis, pour la plupart des personnages, ça ne sert à rien de passer par cette étape-là. Je vois pas ce que ça apporte. Pour Hal, on essaye de justifier ça via son lien avec son corps, qu'on a un tout petit peu appuyé avant, le fait que ça devienne de plus en plus récurrent. Et bien, grâce à ce sort-là, il a la capacité de renouer totalement avec son corps. Son corps qui a une conscience, c'est super bizarre une fois de plus, parce que son corps a une conscience propre, et l'âme a une autre conscience. C'est un peu étrange, je trouve, dans l'absolu, mais bon. Et donc, voilà, il est super content de retrouver son corps, mais se rend compte qu'il est beaucoup trop chétif, beaucoup trop affamé, il pose sur les autres, tout ça, pour lutter, alors qu'il se passe quelque chose de grave. Et donc, il y a ce moment très fort, très touchant, où il renonce, pour l'instant, à retrouver son corps, afin de pouvoir être en pleine possession de ses moyens, pour lutter contre le grand ennemi et aider du mieux qu'il pourra. Même si, en faisant ça, il ne se rend pas compte que il aide un petit peu le méchant à un certain degré, puisqu'il sera présent. Alors que s'il n'avait pas accepté ça, s'il avait décidé de rester dans le monde de la vérité durant tout ce temps, eh ben il n'aurait pas pu accomplir son rituel, père. Mais bon, il pouvait pas savoir ça en détail quand même, hein. Ah, il est pas, il est pas omniscient. Donc voilà, il repart dans le monde réel sans avoir retrouvé son vrai corps pour l'instant. J'ose espérer qu'il le retrouvera à la toute fin, ce serait que justice, hein, parce que je le redis de façon super claire, c'est celui qui s'est pris le plus cher quand on y pense dans le change par rapport à Ed. Et ouais, alors qu'il revient, il y a Père qui est tout content de voir qu'il a les 5 pions nécessaires pour sa grande apogée. Et dans les 5 derniers épisodes, on va vraiment se centrer là-dessus, je pense. Il va y avoir le duel Scar-Was qui prendra, je pense pas tout un épisode, mais un gros morceau d'épisode.
Et le reste, ce sera le combat contre Père et Pride. Je sais pas comment ils vont se répartir ça exactement. Je pense que Roy pourra pas faire grand chose justement parce qu'il est aveugle et qu'il s'est déjà bien démontré face à Envy. C'est lui qui a buté Envy en gros quoi. Donc ça va être un petit peu délicat, je dirais. C'est pas impossible qu'Olivia intervienne puisque voilà, ils sont une fois de plus en chemin pour aller aider Izumi. C'est pas impossible qu'elle fasse quelque chose là aussi. Je sais pas exactement comment ça va jouer parce que il y aura toujours le conflit Olivia-Roy. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Comment le pays sera dirigé après coup une fois que Bradley sera mort, parce que je suis sûr qu'il va mourir d'ici la fin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à gérer, et j'ose espérer que ces 5 derniers épisodes sauront bien nous donner ça. Tandis que, oui, j'en ai pas parlé rapidement, mais il y a May et les 3 chimères qui ont suivi. Enfin, May pour commencer, parce qu'elle a repéré la présence de Père et compagnie ici. Donc voilà, c'était de la téléportation juste un niveau en dessous. Hein. C'est vraiment ça, c'est tout ce que c'était, globalement. Donc ouais, il y a un peu tout ce monde-là qui lutte contre le dernier Big Boss et son plus puissant monculus de soutien. Donc ça va pas être simplissime, mais je sens que May va jouer un rôle puisque on a montré que l'élixirologie savait aller au-delà des restrictions que Père mettait sur nos personnages. Donc on verra. On verra. En tout cas, ouais, ça promet beaucoup. C'était un très bon double épisode avec beaucoup de tension, de suspense, l'action bien fichue et même les moments un peu dramatiques dans le premier épisode passent très bien. Hein. C'est juste que je voyais ça sur des personnages un peu plus recherchés pour moi, mais bon, ça passait très bien, ça passait très bien. Impatient de voir ce que la suite a en réserve. À bientôt pour l'épisode 60, voire plus. Bye.